Salutations, salam à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, nous ici, ça va, grâce à Dieu. Alhamdoulilah, tout va très bien. Donc ce soir, déjà, je vous présente mes excuses pour le retard. On était encore une fois dans des problèmes de technique. Donc il a fallu gérer tout ça. Mais voilà, je remercie l'équipe technique qui accompagne Francis pour avoir géré ça. Donc ce soir, on a avec nous, comme d'habitude, Malik. Malik, frérot, comment tu vas? Salam alaikum, salutations à tous. Très bien, mon frère, je te remercie pour cette invitation encore une fois. Et on est heureux de recevoir un homme de grande stature morale, un homme que nous respectons beaucoup pour son engagement politique, pour son franc-parler et pour sa sincérité. Merci à vous, Francis, d'être avec nous. Et salutations, bien sûr, à mon frère Abou Muslim. Et je vous redonne la parole. Merci à toi, Malik. Abou Muslim, salam frérot, comment tu vas? Salam, ça va très bien, merci. Rafik. On souhaite la bienvenue à Francis Lalanne, hein. Lui, il ne s'appartient pas, hein. Nous, on le connaît tous, pas la peine de le présenter depuis qu'on est tout petit. Moi, j'ai 43 ans, donc voilà, on connaît là, mais c'est un plaisir pour nous de pouvoir échanger aujourd'hui, presque pour de vrai, c'est virtuel, mais voilà, bienvenue à lui. Les bonnes énergies se connectent. Et Francis, bonsoir. Je vais pas vous présenter, je pense que tout le monde vous connaît. Je vais me servir un peu de ce que j'ai mis en, comment dire, en descriptif. Donc, Francis, voilà, vous êtes né le 8 août 58 à Bayonne. Chanteur, auteur, compositeur, interprète, mais aussi acteur, écrivain, poète. Mais ce qui nous intéressait ce soir, c'est le militant politique que vous êtes. Vous avez notamment aussi milité avec les Gilets jaunes. Et vous avez été, voilà, vous êtes un homme d'action, un homme d'action politique. Et donc, écoutez, merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour encore une fois quelque chose d'inédit sur, sur ma chaîne. Et bonsoir à vous, Francis. Bonsoir à vous tous. Et c'est un grand honneur pour moi que d'être parmi vous. Et un grand bonheur aussi. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors, avant de commencer, je salue les gens du chat, Émilie, Samy, Sam, Roland, Karim, Mina, Wattels, Pierre Macarez, Myriam, Mignon Sacré, et Xavier qui me dit aller USA, Roland, Canel et Wing. Donc voilà, j'en ai jarté quelques-uns là qui s'excitaient un peu dans le chat là. Donc vous connaissez le règlement, les gens. Regardez le règlement qui est en descriptif de cette vidéo. Et tout va bien se passer entre nous. Juste avant de commencer, j'aimerais juste lancer un petit appel très rapide parce que j'ai eu tout à l'heure des frérots qui m'ont contacté et qui veulent faire passer un message parce que voilà, il y a une petite fille en Algérie un petit garçon, une petite fille, une petite fille qui s'appelle Aïcha, voilà, qui a une complication physique, qui est née avec un bec de lièvre et c'est pas très évident de soigner ça en Algérie. Donc ils ont trouvé les moyens de soigner ça en Turquie, ce qui va coûter à peu près 6 000 $. Donc, c'est l'équivalent de 5 000 €. Donc, voilà, pour ceux qui veulent aider, vous avez les liens en descriptif dans la vidéo, tout en bas, dans la description, tout en bas. Et voilà, mais par exemple, pour ceux qui ont envie de faire un don pour Radio Principe ce soir, faites-le pour la petite Aïcha. Il n'y a pas de problème, il y a des priorités dans la vie. Donc voilà, et c'est vérifié, tout ça, c'est des frères que je connais, moi, ici, sur la ville de Troyes. Donc voilà, pour ceux qui veulent aider, n'hésitez pas. Même la plus petite des sommes. Et si vous n'avez pas, partagez autour de vous, parlez-en autour de vous. C'est très important. On va commencer. Donc, Francis, on aimerait revenir avec vous sur les présidentielles et nous donner un peu votre avis de comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu ces présidentielles et est-ce que vous êtes surpris du résultat? J'ai déposé avec Maître Carlo Broussa et donc Morad El Attab. Ouais. Nous avons entrepris de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel pour fraude, car nous sommes convaincus que le résultat de cette élection est dû à la fraude et nous sommes même à même de pouvoir le prouver. Donc, nous avons entrepris donc cette action qui pour l'instant est pendante et dont nous attendons bien évidemment la justice.
C'est-à-dire, nous attendons que justice soit faite et que la vérité sur cette élection soit connue des Françaises et des Français. Mm. Nous avons été extrêmement surpris du manque Alors, de Francis, on me dit. combativité de Madame Le Pen. Voilà. Alors, excusez-moi, Francis, vraiment, il y a des gens qui me disent que le son est mauvais de votre côté, c'est-à-dire ça grésille. Donc, si vous avez, par exemple, je sais pas, un micro, un casque, quelque chose comme ça, sinon on fera comme ça, c'est pas grave. Non, mais je vais, si vous m'accordez juste un instant, je Oui, vais appeler la personne qui ouais, a installé le matériel pour voir ouais. si on peut faire quelque chose. Vous Ok, m'en pas de voulez problème. pas? Non, pas de souci. Il n'y a pas de galère. Nous sommes tributaires de la technique. Je vais C'est essayer vrai. de. Il n'y a pas de Comment problème. c'est la voix là? C'est mieux? Ça grésille toujours. Je pense qu'il faudrait mettre un micro ou un kit main libre, je sais pas. Quelque chose comme ça. Un kit main libre, ce serait parfait. Je reviens. Très bien, à tout de suite. En attendant justement Malik et Abou Muslim, effectivement, je sais pas si vous l'avez entendu sur l'émission qu'on avait fait avec Morad. Bon, parce que vous l'imaginez, c'est Morad qui m'a mis en contact avec Francis. Il y a un recours qui a été donné, enfin qui a été posé je crois, au Conseil d'État. Mais bon, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, je crois, c'est Fabius et le sang contaminé et toute la clique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, les gars? Non, mais attends, je regarde juste le réseau. Non, c'est bon. Alors on va voir si ça marche avec un casque. Ouais. Ok. Ah d'accord. Non? Excusez-moi, hein, on est en train de Non, il n'y a pas s'affairer. de problème. Il n'y a pas de souci, Francis. Bonsoir, Christophe. Salut tout le monde. Alors, c'est Christophe qui a la technique, hein, donc. Et Christophe, il y a la technique, il va revenir dans 2 secondes avec ses lunettes. Eh oui, ce c'est sont un peu les d'impôt, aléas là. du direct, mesdames et messieurs. Ce sont les aléas du C'est ça, direct. c'est ça. C'est comme ça. Hop. Alors là, quand on entend parler, ça grésille plus. Ok. Là, ça se passe bien, là? Ah, ça grésille un peu. Ça grésille encore un peu, ouais. Non, c'est pas normal que c'est vas-y. Peut-être, ouais, avec un casque ou avec des écouteurs, ça devrait passer normalement. Mais j'ai pas ce qu'il faut, là. Aïe. Ouais. J'ai pas ce qu'il faut, là. Et si je fais ça, est-ce que ça change la qualité sonore ou pas? Un Est-ce peu, que là, ouais. il se passe quelque chose? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, je pense que si Francis se rapproche du téléphone, ça pourrait être pas mal, parce que là, je pense que tu es près du téléphone, donc c'est pour ça qu'on entend mieux. Ok, on est reparti comme ça. Tu peux mettre plus fort le son? En fait, je Ok. Mes amis, je vais parler plus fort. Est-ce que Ah, ça je va pense- si je parle plus fort? Ouais, effectivement, ouais, c'est mieux. D'accord. Je suis désolé, je ne suis pas un très grand technicien, mais est-ce que ça va si je parle comme ça? Oui, c'est bon, on va faire comme Mais ça, c'est- c'est pas grave. Mais Y a ça pas- va, y a aucun c'est problème. pas hyper gênant, quoi. Vous prenez, parlez pas trop fort, c'est tranquille, c'est audible. D'accord. Donc, on Donc, était en train de parler je du reprends ce que recours. j'étais Ouais. en train de dire. Mm. Donc, à l'initiative de Morad Elatab et avec Carlo Broussa et moi-même et un certain nombre d'autres intervenants, nous avons, suite aux élections présidentielles, entamé une action qui est un recours pour fraude, pour dénoncer la fraude aux élections présidentielles. Nous considérons que ces élections ont été remportées par la fraude et nous sommes à même de le prouver. Donc, cette action est pendante. Nous attendons maintenant le retour du Conseil constitutionnel. Nous continuons à l'attendre. Le Conseil constitutionnel qui s'est empressé de valider l'élection alors qu'il avait, bien évidemment, il savait qu'une procédure en contestation de l'élection était pendante. Il a fait comme s'il ignorait. Mais enfin, nous avons tous les éléments qui prouvent que le Conseil constitutionnel était informé avant de valider l'élection, qu'une contestation avait été déposée en bonne et due forme. Et donc, nous sommes convaincus que cette prétendue victoire de M. Macron a été emportée par la fraude électorale.
et nous entendons le prouver devant l'opinion publique. Donc, nous irons jusqu'au bout. S'il faut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous irons faire constater les éléments de preuve que nous possédons à l'heure actuelle et qui nous permettront de démontrer qu'il y a bien eu fraude. Donc, il est difficile de parler de déception dans ce genre de configuration. C'est plus de la colère et de l'indignation. Je ne pense pas que le peuple français, après avoir subi tout ce qu'il a subi, ait décidé de reconduire ce monstre aux responsabilités. Voilà. Malik, est-ce que tu veux, Malik ou Abou Muslim, si vous voulez revenir sur ce recours. Et ce qui est étonnant, Francis, avant de laisser la parole à Malik, ce qui est étonnant, Francis, c'est la non-réaction de Marine Le Pen à tout ça. Nous sommes extrêmement surpris par l'absence de combativité de Madame Le Pen, son absence de réaction, eu égard au recours que nous avons nous-mêmes déposé, qu'elle aurait dû, elle, déposer au vu des éléments de preuve qui sont d'ailleurs pratiquement connus de tous les Français et de toutes les Françaises. Hein. Je veux dire que le prétendu bug informatique dont il est question, puisqu'on nous a répondu qu'il s'agissait d'un bug informatique, eh bien, pour l'instant, nous n'en avons pas, nous n'avons bien sûr pas la preuve qu'il s'agit d'un bug informatique, mais nous savons bien que ce qu'ils appellent un bug ne peut pas l'être, en fait. Voilà, il ne peut pas y avoir un bug pour une seule des deux personnes, vous voyez ? Donc, je pense qu'elle aurait dû réagir. Tout le monde s'interroge sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas réagi, et elle a fait comme si de rien n'était. Beaucoup de Français aujourd'hui sont extrêmement déçus par son absence de combativité et je pense que eh bien, cela se ressentira pendant les élections législatives. Hein. Le scrutin, à mon avis, va s'en ressentir. Je pense que les Français ont été déçus par le fait que Madame Le Pen se soit si facilement rangée à l'avis du Conseil constitutionnel, sans même remettre en cause ce qui nous apparaissait comme une évidence, c'est-à-dire que ce résultat a été obtenu par la fraude. Voilà. Malik, si tu veux revenir sur un point. Oui, tout à fait. C'est comme a dit notre ami Francis, c'est l'amorphie de Marine Le Pen qui étonne, puisqu'elle semble représenter la candidature nationale, elle semble représenter l'électorat national qui lutte, qui se sent représenté justement par l'idéal de souveraineté. Et en tant que telle, Marine Le Pen, depuis de nombreuses années, malheureusement, s'est écartée de la ligne souverainiste que sa famille avait tracée, que sa famille avait arpentée si difficilement, connaissant la diabolisation, à cause bien sûr de l'opposition à des lobbies surpuissants transnationalistes qui, eux, n'ont cure des nations et des patries, et du concept de patrie, car comme on le sait très bien, hein, les globalistes disent, et Francis a pu rencontrer cet individu, Jacques Attali, je pense, sur le plateau, en tout cas il a été souvent sur le plateau de Ruquier, cet individu qui disait que les nations ne sont que des aéroports et des hôtels. Donc malheureusement, aujourd'hui, Marine Le Pen s'inscrit dans cette logique globaliste. Et lorsque je dis malheureusement, certains pourraient être choqués et penser que je l'encense, pas du tout. Je ne l'encense pas. Simplement, ce qui doit être relevé la concernant est la ligne justement souverainiste, traditionnaliste même au niveau moral, au niveau éthique, qu'incarnait l'héritage Le Pen. Donc aujourd'hui, on voit que justement, Marine Le Pen semble, comme durant son premier affrontement contre le cartel McKinsey, représenté par Monsieur Macron, elle semble satisfaite d'être arrivée avant-dernière. Voilà. Donc malheureusement, on ne pourra pas la compter parmi ceux qui appuieront ce recours légitime. Exactement. Je voudrais réagir à l'exposé brillant que vient de nous offrir Malik. Il s'agit bien
de souverainisme. Je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas voir en cela du tout un paradoxe, mais il me semble que les musulmans patriotes et souverainistes méritent aujourd'hui que la notion de souverainisme ne soit pas perçue comme une notion d'extrême droite. Il s'agit bien d'une opposition entre les mondialistes et les patriotes. Et je crois que c'est aujourd'hui cela qui divise le monde. Nous ne sommes plus dans un monde où s'opposent la droite et la gauche, encore moins le centre. Nous ne sommes plus dans un monde où on peut parler d'extrême, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui, j'allais dire, de vision claire et nette des idéologies en présence, mais il y a une tendance qui s'oppose à l'autre de manière très claire. Et la tendance qui s'oppose à l'autre, c'est la tendance qui souhaite voir une gouvernance mondiale s'installer dans le monde, et une autre qui souhaite renouer avec le patriotisme national et voir dans chaque pays une communauté autonome et capable de subvenir à ses propres besoins et de conduire son destin sans être aspiré par une entité globaliste qui veut finalement anéantir son identité au profit d'une non-identité mondiale, enfin, mondialiste. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment ce qui me fait aujourd'hui ressentir la communauté musulmane française, communauté musulmane patriote française, comme étant un des piliers et un des soutiens les plus puissants de l'âme nationale française. Et c'est vraiment aujourd'hui la communauté dans laquelle je vois le mieux se mobiliser les forces nécessaires à la lutte contre la globalisation et contre le mondialisme. Jamais, je pense, la France n'a compté autant de patriotes musulmans aussi convaincus de la nécessité pour la communauté musulmane de se mobiliser pour sauver la France du mondialisme. Et c'est vraiment à elle que je m'adresse aujourd'hui à travers vous, pour leur dire qu'il faut vraiment qu'ils soient conscients de tous les pièges qui aujourd'hui guettent leur mobilisation. Et je pense surtout aux pièges mélenchoniens. Voilà. Exactement. Je pense que le pire piège aujourd'hui qui menace cette prise de conscience patriotique de la communauté musulmane souverainiste française, c'est le mensonge mélenchonien qui se présente à elle comme étant la vérité. Et si tu veux, à un moment donné, je pense qu'on devrait peut-être aborder ce sujet. Je ne sais pas ce qu'en pense Madi. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait aborder ce sujet parce que dans 4 ou 5 jours, il va falloir voter et je pense qu'il ne faut pas que la communauté musulmane patriote et souverainiste se trompe d'étendard pour justement faire valoir son amour de la France. Bien sûr, justement, on allait y revenir, c'était la troisième question, c'est-à-dire l'essentialité, je ne sais pas si on peut dire ça, l'importance du réveil politique des musulmans de France. Et on va y revenir justement. Abou Muslim, si tu veux revenir sur un point. Oui, par rapport au fait de déposer un recours pour fraude, évidemment, on s'imagine bien qu'on n'attend pas grand-chose derrière ça, mais moi je trouve que c'est toujours bien de poser, c'est une démarche qui est bien à faire pour au moins de manière conventionnelle montrer que voilà, on croit pas à vos mensonges, on dépose des recours, on joue le jeu constitutionnel, démocratique, etc. Et on pose les débats. Et je pense que en fait la loyauté, je pense que à un moment donné, si la France a pu avoir justement une aura mondiale, etc., c'est en vendant la loyauté, en vendant le bon sens, le bien, etc. Et je pense que c'est ça qui, tôt ou tard, donnera la force, en fait. La force, elle viendra de là. C'est quand, à un moment donné, les gens se rendent compte du mensonge. À un moment donné, il y en a marre. Les gens en ont marre qu'on leur mente, etc., qu'on leur vende une chose alors que c'est tout le contraire derrière. Je pense que c'est ça le combat, en fait. Voilà, et justement, par rapport à l'islam, normalement,
pour l'islam, c'est pareil en fait. Si à un moment donné, l'islam, pareil, a eu un aura mondial, c'est parce qu'il y avait vraiment des vraies valeurs sincères du bien, etc. Et peut-être que si l'islam est redescendu, c'est parce que voilà, quand le mensonge commence à rentrer, la corruption commence à rentrer, je pense que notre meilleure arme, c'est ça en fait, c'est la sincérité, d'avoir des principes, justement. Radio Principe, c'est vrai que c'est un mot qui est hyper important, donc je pense que c'est ça qu'il faut toujours mettre en avant et se battre, comme je dis toujours, hein, avec les armes de notre époque, les armes à notre disposition. Il faut continuer, à mon avis, comme ça. Merci à toi, Abou Muslim. Francis, si vous voulez revenir sur Oui, je suis touché par ce que vient de dire Abou Muslim, parce qu'il parle, il a employé le mot de loyauté, qui est un des plus beaux mots de la langue française. Et effectivement, nous sommes en face de gens qui ne sont pas loyaux. Et le piège à éviter, justement, c'est de sombrer dans la déloyauté parce qu'on se bat contre des gens déloyaux. Je pense que si le barbare nous transforme en barbares, c'est qu'il nous a vraiment vaincus. La plus grande victoire du barbare, c'est de nous transformer en barbares. Si des gens déloyaux doivent créer en nous la déloyauté, c'est qu'ils auront vraiment remporté sur nous la victoire suprême. Donc nous devons rester loyaux. Nous devons bien sûr opposer à la déloyauté gouvernementale actuelle des moyens qui restent loyaux et qui restent fidèles aux éléments qui caractérisent nos textes de loi, notre Constitution, et certainement pas sombrer nous-mêmes dans la déloyauté. Nous devons rester loyaux, et c'est pour ça que finalement, nous avons choisi de déposer ce recours qui est un recours en bonne et due forme, qui respecte les moyens que propose la République française à la contestation citoyenne. Voilà. Et si je peux permettre de rajouter aussi, parce que vous avez parlé aussi de souveraineté, donc de souverain, de royauté, c'est bien ça. Et c'est aussi le même principe, quoi, parce qu'on nous a enlevé ça, la souveraineté, le roi, mais il y avait une loyauté réciproque entre le roi par rapport à son peuple, parce que lui, il n'avait rien à perdre. Il savait que c'est son fils qui va venir après, donc il n'a pas besoin de se dépêcher de remplir ses caisses pendant 5 ans. Donc il voulait du bien pour son peuple. Voilà, et puis le peuple aussi, il savait que le roi leur veut du bien, donc et je pense que c'est ça aussi qui est positif. Mais les histoires d'élections de 5 ans, et pourquoi pas 3 ans, on peut rien construire comme ça en fait. Aucun roi de France n'a jamais eu les pouvoirs d'un président de la Ve République. Exactement. Aucun. Aucun. Et effectivement, tu évoques le lien démocratique, profondément démocratique, qui unit le représentant de la terre qu'est le roi avec le peuple qui en est le ferment. Et ça, c'est quelque chose que la République, telle qu'elle s'est finalement présentée sous le visage qui n'était pas celui de son rêve, hein, eh bien, elle a fait naître ce démon. Hein. Elle a fait naître ce démon. C'est-à-dire qu'elle a voulu finalement faire croire que ce qu'elle supplantait était le mal et qu'elle était le bien. Mais en fait, ce qu'elle a prétendu supplanter, c'est ce qu'elle est devenue. Et c'est ça la tragédie républicaine. Quand on se réfère à ce que la République prétendait être et voulait être, c'est-à-dire l'expression de la démocratie, et qu'on voit ce qu'elle est devenue, on constate aujourd'hui que la République n'est plus républicaine et que le principe qu'elle a établi est un principe qui est un principe monarchique au mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'elle a rendu le pouvoir unique, elle l'a concentré entre les mains d'un seul homme, ce qui n'a jamais été vraiment le cas du temps des rois. Du temps des rois, la société était une société de rôle, chacun y tenait le sien, le roi comme les autres membres de la société nationale, et chacun tenait son rôle dans le cadre d'une relation qui rendait chaque être utile à son prochain. Aujourd'hui, la République et l'ultralibéralisme ont créé une société d'opportunisme et d'opportunité où finalement chacun veut marcher sur son prochain et finalement
avoir plus de droits que lui, plus de pouvoir que lui, plus d'argent que lui. Ça n'est plus une société solidaire, ça n'est plus une société fraternelle, c'est une société de compétition, ce n'est plus une société de coopération. Et il nous faut recréer ces valeurs, mes amis. Il nous faut recréer ces valeurs et le moment est venu pour nous de recréer ces valeurs en osant nous afficher tels que nous sommes et en osant afficher notre foi. Ouais. Effectivement, exactement, Francis. C'est justement, c'est le but, nous, de cette chaîne ici. On en a surpris plus d'un. On a reçu des invités. On a reçu Véronique Lévy. On a reçu pas mal de monde et on a réussi à tous se parler avec respect, avec le respect des croyances de chacun, le respect de l'engagement de chacun, etc. Et là, ce soir, vous recevoir, c'est une étape de plus, justement, dans le fait de franchir ce pas que vous avez dit, c'est-à-dire de s'afficher tous ensemble et d'être comme on est. C'est une étape de plus. Justement, Francis, là, vous vous lancez dans l'aventure des législatives. Et moi, ma première question par rapport à ça, c'est, même si vous l'avez déjà fait, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement, pourquoi y remédier? Enfin, pourquoi recommencer du moins cette aventure des législatives? Je vais vous répondre, mais je voudrais aussi rebondir sur ce que vous venez de dire, Ouais. Ziad, parce que c'est très important. La fraternité islamo-chrétienne est au centre et au cœur des principes qui fondent nos deux religions. Si on sait lire le Coran et si on sait recevoir la pensée du prophète, bénédiction et salutations à son nom, on s'aperçoit très clairement que on demande aux musulmans de chérir les chrétiens et on demande aux chrétiens de chérir les musulmans car ils sont leurs prochains. Les événements qui ont parfois créé un mur entre nos religions ont été créés par des politiciens et par des gens désireux de diviser pour régner. Mais je pense qu'à travers la lutte profane que nous menons aujourd'hui pour le rétablissement des libertés fondamentales dans notre pays, qui est la France, nous pouvons retrouver justement la source de ce qui relie nos religions et qui rendent nos religions fraternelles et qui finalement nous oblige, mais de manière positive, à vivre heureux ensemble et en toute fraternité. Nous sommes les uns et les autres, je suis chrétien, vous êtes musulman, nous sommes tributaires d'une loi d'amour et de tolérance qui fonde un lien essentiel entre nos pratiques religieuses et entre nos foi respectives. Et c'est sur ce lien fraternel et religieux que nous devons aujourd'hui fonder notre action commune pour la restauration des valeurs démocratiques au cœur de la République. Voilà pourquoi je m'engage moi-même dans ce combat. C'est en tant que chrétien et en tant que citoyen désireux de voir la fraternité régner à nouveau dans notre pays entre toutes les communautés, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient profanes, qu'elles soient même athées. Je veux dire, c'est le fondement même de la loi de 1905 sur la laïcité. À aucun moment la République n'avait conçu d'être l'ennemi de la foi de ses concitoyens. Et aujourd'hui, à travers les religions qui sont les nôtres, nous devons trouver cette lumière dans le lien fraternel qui doit rester le nôtre et qui est au cœur même de l'enseignement que nous donnent les textes religieux qui nous inspirent les uns et les autres. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le diable est dans le confessionnal, comme disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, le monde politicien a corrompu complètement l'idéal républicain. Aujourd'hui, il faut en finir avec les partis politiques qui sont des sectes mafieuses et qui sont aujourd'hui
à la source de toute forme de corruption dans la relation civique et politique entre le citoyen et ses textes de loi, les textes qui régissent le contrat social. Et je pense qu'il est temps d'opposer une vision citoyenne de la politique à la vision politicienne. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de parti politique, il ne doit plus y avoir une structure qui va parasiter la relation entre l'électeur et l'élu. Et il faut que de plus en plus des candidats non encartés, des citoyens non encartés, n'appartenant pas à un parti politique, il faut qu'il y en ait de plus en plus qui se présentent pour accéder aux responsabilités, car la seule majorité démocratique qui puisse exister à l'Assemblée nationale, c'est la majorité de débat et non pas la majorité d'appareil. Donc, le sens de ma candidature, en tout cas en Charente, est celui-ci. C'est de proposer une alternative citoyenne à la politique politicienne. C'est d'opposer la candidature d'un citoyen non encarté, indépendant, à celle des sectes mafieuses que sont les partis, pour essayer de renouer avec le principe fondamental de la République, qui est le principe démocratique, et de rappeler que la démocratie, ça n'est pas de décider qui va décider, mais la démocratie, c'est de décider. C'est-à-dire c'est le peuple qui doit en permanence s'exprimer sur les lois générales. Et donc, moi, dans le cadre de ma candidature en Charente, je propose au peuple charentais de la 3e circonscription de me suivre sur ce chemin. C'est-à-dire que si je suis élu, je financerai, je mettrai en place des moyens de consultation permanente qui me permettront de recueillir la volonté générale de ma circonscription, et je ne serai que le facteur, celui qui postera à l'Assemblée nationale la volonté générale de ma circonscription. Et ça s'appelle la démocratie, ça n'existe pas encore dans notre pays, et mon rêve, c'est si j'arrive si je suis élu, et donc si je suis élu, je pourrais mettre en place ces moyens de consultation et d'information permanente, c'est de faire tâche d'huile. C'est-à-dire que lorsque je profitais de ma notoriété pour que justement, eh bien, ce qui sera créé en Charente puisse être vu de tous. Et j'espère qu'à ce moment-là, dans les autres circonscriptions françaises, les Françaises et les Français se diront comment ça se fait que dans la circonscription de Francis Lalanne, c'est tout le monde qui décide, et dans nos circonscriptions à nous, c'est un type qui décide à la place de tout le monde, qui décide pour tout le monde. Et je pense que ça peut donner envie, en faisant tâche d'huile, aux autres circonscriptions françaises d'adopter le principe que je décris, le principe qui est un principe de consultation et d'information permanente des citoyens ayant élu un député. Et je pense que ça pourrait injecter une dose de démocratie suffisante dans l'appareil politique français pour redonner un caractère vertueux au fonctionnement de nos institutions. Voilà. Merci à vous, Francis. Malik, si tu veux revenir sur un point. Tout à fait, j'allais d'ailleurs te demander la parole. Je te la laisse volontiers. Merci à toi. Alors effectivement, ce qu'a développé Francis est essentiel, c'est-à-dire que nous devons d'être conscients, de prendre conscience, chrétiens et musulmans, que nous avons un dessein commun, un dessein qui est divin et qui s'inscrit bien sûr dans cette tradition. Aujourd'hui, 15 siècles concernant l'islam, 20 siècles pour le christianisme, 21 siècles même, qui nous ont liés, qui nous ont même au niveau du fondement, au niveau de l'essence de nos deux religions et de la proximité des deux patriarches, des deux prophètes, des deux figures tutélaires qui sont prêcheurs de ces religions qui, in fine, ne sont qu'une seule et même voie, celle de l'appel à l'obéissance à Dieu et à l'amour de Dieu, non pas une obéissance contrainte, mais une obéissance avec amour, et qui, jusqu'à la fin des temps, quand on s'intéresse
au texte de l'Apocalypse et quand on s'intéresse aux textes traditionnels, donc les hadiths, la sunna du prophète Mohammed, donc paix et bénédiction soit sur Jésus ainsi que Mohammed, soit sur Mohammed ainsi que Jésus, qui nous enseigne justement, qui amène cette tâche, qui ont accompli cette tâche apostolique, prophétique, d'avertissement et d'annonce, de bonne annonce, évangile, et de d'avertissement vis-à-vis de ce qui va nous rassembler dans l'inimitié, c'est-à-dire que clairement nous avons pour ennemis ceux qui considèrent que Dieu est au second plan, ceux qui considèrent que le matériel est au-dessus de tout. On a eu l'Empire romain qui s'est opposé au christianisme, puis s'est opposé à l'islam. On a eu également l'Empire perse qui, de son côté, même s'il était un peu plus comment dire, décentré, désaxé, donc, puisqu'il est bien plus en Orient que l'Empire romain, mais qui a lui aussi lutté contre le monothéisme. Et c'est ainsi que chrétiens et musulmans, dans les textes eschatologiques, combattront et lutteront ensemble contre ce même ennemi tyrannique qui est incarné bien sûr par l'ultra-sécularisme et le matérialisme, qui malheureusement ne mène qu'à la voie qu'ont suivie avant nos deux nations, avant nos deux communautés, celle des Israélites, celle des fils d'Israël, qui se sont tournés vers le veau d'or une fois que la libération du joug tyrannique qui était celui de Pharaon leur a été accordée par Dieu. Donc nous devons de méditer profondément et de nous élever au-delà de cette bassesse éthique qui nous amène à, par égoïsme pur, oublier la reconnaissance que nous devons envers Dieu. Et je vais citer un exemple historique où lorsque le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et relevez bien, auditeurs, que notre camarade et que notre frère en humanité, Francis, prie sur le messager de Dieu. Donc, voyez la grandeur d'esprit, justement, du fait religieux et de la méditation de la sagesse. Donc, il y avait un jeune qui s'appelait Hadas, qui était à Taïf, la grande ville aujourd'hui universitaire islamique très importante en Arabie Saoudite, qui à l'époque s'était opposé, dont la population s'était violemment opposée. Il y avait eu lapidation du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, donc de la part des polythéistes, des idolâtres, de ceux qui prenaient exemple sur les Perses et les Romains et qui adoraient des statuettes à la place du Dieu unique. Et qui, eux, ces païens, avaient violenté le prophète. Le seul qui était venu rendre service et même jusqu'à, ça c'est anecdotique, on peut le dire, mais symboliquement c'est fort puisque dans la chrétienté, on a ce symbole aussi, le fait d'embrasser les pieds. Hadas a embrassé les pieds de Mohammed et il a dit à Mohammed, entre toi et moi, entre ta religion et la mienne, il n'y a qu'un pas, il n'y a même pas de différence. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il ne faut pas être dans une confusion analytique et dire le christianisme et l'islam, c'est la même chose. Non, c'est pas ça du tout. Mais il y a une proximité, une essence commune que nous devons de nourrir. Et grâce à cela, on doit s'élever et aller au-delà des clivages que nos ennemis païens, puisque ce sont nos ennemis mortels, non pas physiquement, mais dans l'idée et dans l'esprit, spirituellement, sur le terrain de la spiritualité, ils sont nos adversaires et nos ennemis. Ces derniers, justement, ne doivent pas nous diviser plus que cela. Et rappelons-nous, encore une fois, qu'eschatologiquement, et on peut même avoir des références bibliques évangéliques vis-à-vis de Paran, le désert de Paran, des Ismaélites, des archers, des fils d'Ismaël, que la prophétie, lorsqu'elle arrive aux fils d'Ismaël, ces derniers ne font que reprendre le flambeau. C'est aussi un pied de nez à ceux qui disent l'islam plagie. Non, l'islam suit
l'islam est le relais de ce qui est venu avant. Et donc, c'est ce que le texte confirme, c'est ce que le texte affirme. Donc, vis-à-vis de tout cela, justement, un autre point sur lequel je voulais rebondir, et qui va directement dans le sens de mes dires présents, c'est l'arnaque mélenchonienne, puisque Monsieur Mélenchon... Justement, justement, Malik, je te coupe. Ça va être le sujet juste après. Tu vois, on aura. Je vous laisserai l'occasion à Francis et Malik de Juste, vous faire plaisir sur ce sujet. un petit mot. J'allais juste dire un petit mot, c'est le paganisme et le matérialisme qui sont incarnés par justement le maçonnisme de Mélenchon. Tout simplement, tout simplement. Justement, Francis, comment dire, vous nous avez parlé de ce que vous allez mettre en place si vous êtes élu, on vous le souhaite hein, vraiment de tout cœur dans la 3e circonscription de la Charente. Vous avez déjà donné un élément central de ce que vous allez faire, mais ce soir, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous pouvez donner d'autres points essentiels, un ou comme vous voulez, un ou deux ou trois, en termes de programme? Qu'est-ce que vous proposez justement aux citoyens de cette circonscription? L'élection législative n'est pas une élection locale. L'élection législative est une élection nationale. Et donc, le rôle du député tel que le conçoit la République, il est simple. Lorsqu'il a été élu, il n'a plus rien à faire dans sa circonscription. Il doit monter donc dans la capitale, il doit siéger à l'Assemblée nationale et il doit voter les lois générales. Cette situation, qui est celle du député, le met bien sûr dans l'impossibilité et dans le devoir de ne... Je veux dire que il ne lui est pas possible de prétendre avoir un programme. Je veux dire qu'il n'a aucune compétence ni aucun moyen pour faire de l'aménagement du territoire. Ça, c'est la compétence du maire, c'est la compétence du conseiller général, du conseiller régional, ce n'est pas du tout la compétence du député. Donc, il a le devoir déjà de ne pas mentir aux gens en leur promettant que s'il est élu député, il va construire un hôpital, une école, comme le font tous les candidats à l'heure actuelle. D'accord. Tous les candidats du mensonge. Donc, je n'ai pas d'autre programme que celui que j'ai dit. C'est-à-dire que moi, contrairement à ce que la République attend d'un député, moi, je veux redonner au mandat de député une valeur locale essentielle, fondamentale, et qui d'ailleurs sera au centre de mon action dans ma circonscription, qui est le fait de créer des moyens de consultation permanente et d'information permanente des électeurs et des électrices pour que ce soit eux qui votent à l'Assemblée nationale et pas moi. C'est-à-dire que mon rôle, en fait, je vais transformer mon mandat en mandat impératif, ce que m'interdit la République d'ailleurs. Enfin, la République interdit de rendre le mandat impératif institutionnel. Elle ne m'interdit pas d'établir des liens avec mes électeurs et mes électrices et de leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitent que je vote. Ça ne me l'interdit pas. Mais en fait, moi-même, je m'impose ce devoir. Moi-même, je me l'impose pour redonner à mon mandat une valeur locale. D'accord ? En revanche, ce que fait M. Macron quand il oblige ses candidats, ses sbires, quand il les oblige à signer une charte qui dit en gros qu'ils seront tenus de voter tout ce qu'il leur dira de voter, ça c'est inconstitutionnel. Et c'est mafieux surtout. Il n'y a que la mafia qui fonctionne comme ça. D'accord. Mais tous les partis fonctionnent comme ça. Sauf qu'ils ont la décence de ne pas le dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours, ils peuvent toujours dire non, c'est pas vrai, un tel n'a pas voté comme on lui a dit. Bon, après, un tel s'est fait virer du parti, bien sûr. Mais bon, on peut toujours, quand c'est pas officiel, on peut toujours tricher. La triche, c'est ce qui est le plus en vigueur aujourd'hui dans le monde politique. Mais là, en faisant signer cette charte à ses candidats, il a rendu légalement toutes les candidatures actuelles de ces candidats inconstitutionnelles, car article 27 de notre Constitution, tout mandat impératif est nul. Donc, moi, je veux relocaliser le mandat législatif. Je veux le réinstaller, le réinscrire
j'allais dire, dans la démocratie locale. En faire un mandat de démocratie locale. Ce qui ne veut pas dire que, en tant que député, je ne jouerai pas mon rôle qui est d'être à l'Assemblée nationale et de voter les lois. Sauf que ce n'est pas Francis Lalanne qui va décider ce que va voter la 3e circonscription de Charente s'il est élu. Ce seront les électeurs et les électrices de la 3e circonscription de Charente qui décideront ce que Francis Lalanne doit donner comme vote à l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la nature de ma proposition aux électeurs et aux électrices de la 3e circonscription de Charente. Très bien. Alors, juste un petit truc, Francis, si vous pourrez allumer la lumière, comme ça, on vous voit un petit peu mieux. En attendant, je vais... C'était éclairé par le soleil qui traversait la fenêtre. C'est ça. Renforcé par un éclairage électrique. Voilà. C'est ça. Avant de donner la parole à Abou Muslim, j'aimerais juste répondre à quelques réflexions dans le chat. Notamment de Karim qui dit ça a l'air compliqué cette histoire de mandat, ce sera encore un coup d'épée dans l'eau. Mais justement, j'entendais la dernière fois Francis je crois que c'était un reportage sur France 3 Régions, où vous expliquez que justement le rôle d'un artiste, c'est justement de mettre sa notoriété ou quelque chose comme ça au profit justement au profit des concitoyens, etc. Et si on a par exemple une flopée de gens connus, d'accord, qui ont un public, qui sont suivis par un public, qui justement décident de s'investir dans le champ politique, et pas que. Si on a des citoyens, comme par exemple, j'ai reçu Marisa la dernière fois, qui se présente aussi sans étiquette ici, dans l'Aube, dans la circonscription troyenne. Comment dire, si on a beaucoup de gens comme ça, qui ne sont pas étiquetés, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis au diktat des partis politiques, ça peut faire quelque chose. Ça va pas changer les choses, mais ça peut commencer à mettre un sérieux coup de pied dans la fourmilière. Donc voilà, je pense que tout le monde ici connaît Francis et le fait que voilà, vous ne vous êtes pas laissé faire sur certains plateaux, face à certaines personnes. Donc moi, j'ose imaginer qu'à l'Assemblée nationale, Francis Lalanne, ça va être un lance-flamme en continu. Abou Muslim, si tu veux revenir sur certains propos. Ouais, sur certains propos, oui. Bah, par rapport à ce qui a été dit avant, à un moment, une personne a demandé poliment de recentrer un peu le débat parce que ça devenait trop théologique. On a bien compris ce qu'elle voulait dire. Elle a pas dit ça. Elle a dit ça en fait pour mettre tout le monde à l'aise. Mais effectivement, quand on parle de recentrer, mais c'est quoi le centre en fait, tu vois? C'est ça qu'il faut poser comme question. Et en fait, il y a des propos qui ont été dits quand... en fait, juste une chose, j'ai pas envie d'être long. C'est vrai qu'il faut souligner quand même, j'ai beaucoup apprécié quand Francis Lalanne, il a dit prière et paix sur le nom du prophète Mohammed. Bon, c'est pas pour faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de dire cette phrase-là, en fait, c'est une phrase, bon, les gens ne le savent pas, même nous les musulmans, on le sait pas, mais le simple fait de dire cette phrase-là, en fait, ça, comme on parlait de coup d'épée dans l'eau, parce que des fois, c'est vrai, on a tendance à être pessimiste par rapport à tout ça, mais justement, quand on prononce le nom des noms bénis, d'accord, et ben là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, et là, on peut commencer à avoir du pouvoir, comme je disais. Le pouvoir, il commence d'abord par en haut, quoi, d'accord. Et il y a une chose aussi, c'est par rapport au... Mais justement, quand on prononce ces noms-là, en fait, il faut savoir que ce monde-là, il est créé par... Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est lui au centre, c'est tout ce monde dans lequel on est, c'est quand même Dieu qui l'a créé, et au passage, il faudrait quand même le dire. Et que si jamais nous, on est avec lui et qu'on essaye de comprendre les éléments, tous les éléments seront à notre disposition. C'est-à-dire qu'on sera, comme on dit dans les débuts du Sourate du Coran, on est des représentants de Dieu sur terre. Et comme tout ambassadeur, d'ailleurs, là, pour un député normalement, un ambassadeur, un député, vu qu'il est représentant de quelque chose, donc normalement, un député, on lui donne une immunité, un salaire, il a quelques... Voilà, donc il est député par rapport au peuple, donc il a certaines, comment on dit ça, certains droits. Voilà, donc si nous, on est représentant de Dieu, donc on aura aussi
un soutien divin. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour pas trop être théologique non plus, d'accord? Mais c'est important de le dire. Et après, voilà, une fois que ça c'est dit, bah voilà, on revient sur il y a toujours la notion de foi, et puis il y a la notion dans le monde, dans ce bas monde, bah, on fait ce qu'il y a à faire, comme on peut. Et il y avait aussi le point de la notoriété que tu as soulevé, justement, que bah, justement, si des personnes qui ont une notoriété, des choses qui font partie des choses de ce monde, voilà, ça marche comme ça, et qui s'engagent, ben voilà, ça permet que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. Parce que les coups d'épée dans l'eau, c'est pas si des gens qui sont inconnus au bataillon, qui essayent de faire des choses, mais alors que si quelqu'un qui est connu, qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, on regarde ses émissions, etc., et que voilà, c'est quelqu'un, voilà. Donc, si lui, il s'engage, ben, Inch'Allah, ça peut donner quelque chose. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci à toi, frérot. Ouais. Francis, si vous voulez revenir sur un point, allez-y. Ouais. Je veux remercier Abou pour ce qu'il vient de dire, parce que Abou Muslim, il vient de dire, et rebondir sur ce que tu as dit. Tu as évoqué une phrase que j'ai citée, qui est une phrase d'Émile Zola, qui dit que le rôle de l'intellectuel et de l'artiste, c'est de mettre sa notoriété au service d'une noble cause. Et, je pense que le sens profond de ce genre d'engagement, c'est d'être exemplaire et de susciter des vocations. Car ce qui est nécessaire aujourd'hui, ce n'est pas forcément que des gens ayant une notoriété s'engagent en politique. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que des citoyens indépendants accèdent aux responsabilités. Et il est vrai que le rôle d'un homme public, c'est de donner aussi l'exemple pour susciter ce courage, car il faut du courage pour prétendre accepter, pour prétendre accéder aux responsabilités dans un monde qui est conçu pour empêcher le citoyen et la citoyenne indépendante d'accéder aux responsabilités. Tout est fait pour ça, à commencer par les partis politiques. Donc cette action que je mène, que d'autres que moi mènent en France en ce moment, qui consiste à présenter des candidatures sans étiquette face aux partis politiques, c'est un combat mais fondamental et essentiel pour sauver la démocratie. C'est loin d'être un coup d'épée dans l'eau. C'est loin d'être un coup d'épée dans l'eau. Non, c'est, si vous voulez, faire aujourd'hui acte d'une volonté affirmée de mettre fin à la dictature des partis. Vous savez, Mazarin, le cardinal de Mazarin, disait une phrase que j'aime beaucoup, que je vais vous citer. Il disait « Un petit caillou dans la vessie du plus grand monarque, et le plus grand monarque se meurt de ne pouvoir pisser. » Voilà. Peut-être que nous ne sommes pas nombreux, peut-être que nous sommes des petits cailloux, mais je pense que si nous jouons notre rôle de petits cailloux, eh bien le pouvoir aura de plus en plus de mal à uriner. Voilà. C'est une très belle métaphore. C'est une très belle phrase. Ouais, il y avait juste une chose que je voulais dire, et justement, cette phrase-là, elle me plaît beaucoup, quoi, parce que en fait, j'aime bien quand on remet les choses à leur place et que même un monarque, un roi, on fait comprendre que ben, même pour uriner, ben, il a besoin de Dieu, quoi, pour la chose la plus simple. Voilà. Et une petite remarque qui vient de me venir, en fait, c'est que pour revenir au fait que Francis, il a dit prière et paix de Dieu sur le nom du prophète. Et la question que je me pose, ça me vient de venir, pourquoi est-ce que aujourd'hui, dans la langue française, ils veulent absolument dire Mahomet. Alors, Mahomet, au lieu de dire Mohammed, et avec la phrase, je dirais, je sais pas, du respect ou je sais pas, de convenance qui est attachée au nom du prophète. Mais de dire Mahomet, en fait, parce qu'il faut le savoir quand même, il faut savoir que le sens, en tout cas, est le contraire du sens du mot Mohammed. Et je me dis que peut-être que ceux qui ont imposé ce nom-là savent la portée peut-être bénie du fait de citer le nom de Mohammed. Donc ils se disent non, il ne faut pas que ce nom soit trop propagé, il faut qu'on dise Mahomet pour que la poisse règne dans le monde, quoi, tu vois. Donc voilà, donc il ne faut pas négliger ces notions-là. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'islam, mais c'est que maintenant que je me rends compte de plus en plus vraiment l'importance de
vous savez, vous avez parlé du mot facteur tout à l'heure, mais les prophètes ne sont pas des simples facteurs. Un facteur qui ramène une lettre, par exemple, si ton facteur te ramène une lettre dans laquelle tu dis que tu as gagné 1 million, bah, ce facteur-là, il prend une grande importance. Ce facteur-là, tu vas même lui donner un cadeau à lui. Tiens, tu m'as donné une bonne nouvelle, alors je t'honore. Donc, ce n'est pas un simple facteur qu'il faut négliger, mais c'est des personnes qui, voilà, c'est des personnes qui sont importantes. C'est les humains les plus importants qu'on doit prendre en exemple, en tout cas. Voilà. Donc, c'est tout. D'ailleurs, on aurait pu dire, plutôt que de dire facteur, j'aurais pu dire messager. Oui, tout à fait. Ouais. Messager, ouais, exactement. C'est le même mot. Ouais. Justement, on va avancer. Il nous reste une petite demi-heure devant nous. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça, Francis. Puis je suggérer quelque chose. Oui. J'étais très heureux que Malik aborde le sujet de Mélenchon. J'aimerais bien. Justement, on va y aller tout de suite là maintenant. Et on va y aller tout de suite. À Malik justement de terminer ce qu'il avait commencé à dire tout à l'heure, parce que pour moi, je suis Baudor, va dire, est fondamental. Ok. Malik va nous rejoindre. Il est parti justement, c'est l'heure de la prière. Il va nous rejoindre dans 5 minutes. Justement, Francis, on va commencer ce sujet avec vous. Justement, pourquoi est-ce que vous, à votre sens, le réveil politique des musulmans, il est capital? Et justement, pour contrer toute cette... on en a discuté au téléphone quand on s'est eu la première fois, toute cette gauche non pas raciste, mais racialiste, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que justement, elle est un piège pour nous? Parce que nous, on ne cesse de le dénoncer. On commence à faire comprendre à l'ensemble, enfin, pas à l'ensemble, mais à ceux qui nous écoutent du moins, que la gauche a toujours été un piège pour les musulmans en France. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait leur faire passer le message, leur faire comprendre qu'il faut en finir justement avec ce mélanchonisme, ce socialisme, ce valse, bon, même si valse, il s'est mangé un coup derrière et ça fait plaisir. Mais comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on pourrait leur faire comprendre ça aujourd'hui, Francis? Je pense que on peut faire comprendre les choses en ayant de la mémoire. Je pense que c'est parce qu'on oublie le passé qu'on se fait toujours avoir. C'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire qu'on se fait toujours avoir. Et je pense qu'on est dans une société où la parole qui arrive efface la parole qui était là avant que la parole qui arrive arrive. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'une parole en efface une autre. Un discours en efface un autre. Une action en efface une autre. Et parce qu'on a la mémoire de l'instant, mais on ne veut pas conserver la mémoire qui nous fait comprendre l'histoire. Et c'est pour ça que les êtres humains reproduisent sans cesse les mêmes erreurs. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter le discours de M. Mélenchon pour une simple raison, c'est que ce discours n'a pas toujours été le sien. Exactement. Et si on veut replacer l'histoire de la relation du peuple français avec le monde islamique français et patriote, on ne peut pas oublier à quel point, et c'est inacceptable, la communauté musulmane a été dans notre pays considérée comme un bouc émissaire. On a fait de la communauté musulmane un bouc émissaire sur lequel s'est appliquée la mauvaise République, la République démoniaque qui règne aujourd'hui sur la France, le système satanique aujourd'hui qui s'est emparé de nos institutions, eh bien, a fait de la communauté musulmane un bouc émissaire dans un premier temps de manière négative et aujourd'hui voudrait en faire un bouc émissaire de manière positive. Pourquoi ? Parce que cette communauté s'est organisée, elle a appris à pardonner, elle a appris à accepter le temps qu'il faut pour à un moment donné être acceptée, compris, écouté, entendu. Elle l'a fait avec patience, avec humilité, avec une grande dignité. Et elle a accepté trop souvent l'inacceptable. Aujourd'hui, il serait tellement, je vais dire, facile d'oublier ce par quoi elle est passée. Et ce par quoi elle est passée, c'est aussi des discours qui ont été prononcés dans le
passé par Monsieur Mélenchon, des idées qu'il a revendiquées pour avoir des voix et qui sont contraires aux positions qu'il prend aujourd'hui. Et l'opportunisme politique en la matière, même si à un moment donné, il peut rassurer parce que les gens ont oublié le passé, eh bien, te montre que tout ce qui est possible dans un sens est possible dans l'autre. Et si aujourd'hui, M. Mélenchon a besoin des voix de la communauté musulmane au point de lui dire ce qu'elle aurait envie d'entendre, eh bien, demain, il peut en être autrement s'il a besoin d'autres voix. On ne peut pas faire confiance à des gens qui changent de discours comme on change de chemise. La deuxième raison que je veux invoquer est la suivante. Je pense que dans les positions que M. Mélenchon a décidé de cautionner, de saluer, d'embrasser, de soutenir, il y en a qui ne sont pas acceptables ni par la communauté musulmane ni par la communauté chrétienne. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont la communauté musulmane a le plus besoin dans notre société, outre le fait d'être reconnue comme partie intégrante et non ajoutée à notre communauté, hein, la communauté musulmane ne doit pas être considérée dans notre pays comme une communauté entièrement à part, mais elle doit être considérée comme une communauté à part entière, française et à part entière. Et elle n'a pas, je veux dire, elle n'a pas besoin aujourd'hui qu'on veuille mettre dans la loi du genre. Vous voyez, elle a plutôt besoin qu'on mette dans la loi l'égalité de traitement. Et il ne faut pas se tromper. Vous voyez, il y a des choses que nous, on ne peut pas accepter, nous les chrétiens et nous les musulmans, on ne peut pas accepter que certaines choses soient passées dans la loi, alors que d'autres essentielles ne le soient pas. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'égalité de traitement qui doit être pour nous tous un des sujets à mettre aujourd'hui au cœur du souci que nous devons avoir les uns des autres. Voilà. Et je terminerai aussi par une troisième chose, c'est que ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que la communauté musulmane, patriote et souverainiste française s'affirme en tant qu'elle-même et pas en tant que communauté qui va porter les valises d'une idéologie ou d'un parti politique. Je pense qu'elle doit affirmer son indépendance, décider par elle-même et aller dans le sens du citoyennisme plutôt que dans le sens de la politique politicienne. Parce que c'est dans ce citoyennisme qu'est la vertu démocratique et donc la vertu dont parlait tout à l'heure Abou Muslim, la vertu qui doit être au centre de notre réflexion, c'est la sensation que nous sommes des enfants de Dieu et que rien n'est possible sans Dieu et que c'est Dieu qui doit guider nos pas et pas M. Mélenchon. Merci à vous, Francis. Malik est de retour. Donc, si Francis, vous voulez écouter comment est-ce qu'on peut appeler ça, ta disserte sur le mélenchonisme que moi je connais. Hein, et Francis, vous allez vous régaler. Hein. Alors, j'aimerais rappeler à tout le monde ici. Alors déjà, merci. Et Francis. je salue Mehdi dans le chat qui a pas pu être avec nous ce soir. Oui, notre frère. Salutations à toi, frérot. Grand salam. Mehdi. Vas-y, Malik. Et merci à toi, Francis. Bon, je pense qu'on peut se tutoyer à présent. Merci à toi de m'avoir relancé, d'avoir sollicité la fin de mon analyse, justement, enfin la suite de mon analyse. Alors, Mélenchon, j'ai pas mal disserté justement à son sujet dans mon article. Alors, je vais te redonner le lien, il faut que tu le mettes dans le chat. Mon article sur l'islam. Alors, le titre, c'est l'islamo-gauchisme ou réelle religion des démocrates affiliés à l'islam. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un article critique envers justement ce que j'appelle l'islamo-démocratisme, donc la confusion entre deux entités idéologiques, deux entités qui ne peuvent pas ne peuvent pas aller de pair, c'est-à-dire que par définition, l'islam, lui,
n'est pas gréco-romain, donc n'est pas proche de cet esprit-là démocratique. Attention, dans quel sens? Non pas dans le sens qui donne au peuple euh, la parole et qui donne au peuple l'occasion de s'organiser, de se structurer avec sagesse et sur la base du dialogue et de l'écoute, non, mais celle qui, comme sur le modèle athénien, euh, permet le multipartisme qui ronge nécessairement justement les intérêts du peuple. Il n'est pas question d'avoir un parti unique comme chez les trotskistes, dont Mélenchon est issu justement, mais il est bien question d'amener le peuple à s'éduquer et par le biais d'une consultation, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Francis, permanente, par le biais de congrès, par le biais de réunions populaires à grande échelle, qu'il y ait justement une consultation de la vox populi, de la voix du peuple. Donc, alors je te donne l'article tout de suite rapidement. Un article qui d'ailleurs a été validé pour sa qualité par notre frère et ami Morad Al-Hattab, Morad Al-Hattab, qui donc avait validé cet article-là. Donc je te donne ça tout de suite. Vas-y, ouais. Et juste j'en profite pour les gens du chat. Je vous l'ai dit, hein, le premier manque de respect, je le dégage sans concession. C'est très bien. Vous pouvez être critique envers quelque chose, mais pas envers quelqu'un. Voilà, quand ça tourne au fait de parler sur les gens, je vous envoie dans le purgatoire de YouTube. Excuse-moi, Ali, vas-y. Alors, on m'attaque. Non, pas toi. On attaque Francis, mais voilà, le respect avant tout. Ah non, attendez. Déjà, justement, le b.a.-ba de la bienséance, c'est que l'invité est roi. Donc, à quel moment on peut se permettre de manquer de respect envers l'invité? C'est incroyable. Donc, justement, tout ceci revient à ce qu'on disait précédemment, c'est un combat de la morale et de l'éthique avant toute chose, puisque donc on revient à ceux qui sont au pouvoir et ceux qui coachent ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est le fusible. Alors, il aime bien dire que l'extrême droite et le RN, oui, c'est vrai, dans une certaine mesure, est le fusible de la Macronie, sauf qu'en réalité, il s'est inscrit, lui, dans cette logique-là. C'est-à-dire que sous le premier mandat de Macron, euh, Jean-Luc Mélenchon est allé plusieurs fois manifester son admiration, son respect, son grand respect pour l'homme qu'est Emmanuel Macron. Donc, quelque chose de très contradictoire. On ne parle pas, bien sûr, même pour Mélenchon lui-même, on ne parle pas des individus en tant que tels. On ne s'attaque pas à l'honneur des individus, mais aux idées. Donc, quand Mélenchon se rapproche de Macron sous la fameuse scène sous le parapluie où il dit ah non, quand le journaliste soulève le fait qu'il a dit vous avez dit qu'il est un xénophobe notoire, et là il dit ah ben non, l'air de dire comme un petit écolier, tais-toi, ne dis rien devant le professeur, ne dis rien devant le maître. Et malheureusement, euh, pour lui, c'est qu'il trompe son électorat. Il trompe son électorat qui pense qu'il y a un espoir pour le peuple en se tournant vers lui. Alors que qui est Mélenchon? Mélenchon est issu 30 ans au Parti socialiste, il est issu du trotskisme, il le dit en interview, chez Thinkerview d'ailleurs, euh, intéressant, plateforme intéressante, pro-russe d'ailleurs, mais c'est pas ça qui fait que c'est intéressant, mais on le souligne, où il dit justement, oui, j'étais trotskiste 2 ans. Non, c'est dans ton ADN, monsieur Mélenchon, c'est dans ton ADN. Le fait que tu t'opposes aussi frontalement et aussi profondément à la religion, et que maintenant, euh, pour récolter des voix et et redorer son blason, il fait mine de mettre au même niveau christianisme, islam. Il y a un problème déjà de considération, puisque historiquement, la France est chrétienne. Et la France, lorsqu'elle était sous régime monarchique, c'est là où l'islam avait de bonnes relations avec la France. C'est là où, malgré les conflits, merci Francis, c'est là où, malgré les conflits mortels, ceux des croisades locales, que Charlemagne menait dans le sud de la France, croisades en Terre Sainte également, c'est grâce à la couronne, c'est grâce
à l'existence de la couronne que le libérateur de la Terre Sainte, Saladin, a pu dire vos populations qui se sont installées sous le règne des États latins d'Orient, ils peuvent rentrer sains et saufs, ils auront euh, un territoire, ils ont une citoyenneté, ils sont les sujets de royaumes en Occident et seront reçus. Donc, à partir de là, comment considérer que le christianisme et l'islam doivent être mis au même niveau sous l'égide de la République, à savoir s'effacer complètement? Non, les religions sont l'ADN, ils sont les chromosomes, si on peut dire ça, Exactement. des nations. Et c'est là où on se rend compte que si on se penche sur n'importe quelle civilisation, on commencera toujours par s'intéresser au culte que rendaient les diverses populations. Par exemple, si on remonte à la Turquie du XIe siècle, avec Göbekli Tepe, l'une des plus anciennes cités, on va tout de suite parler du culte qu'ils rendaient à telle divinité, etc. Donc, l'Égypte, c'est la même chose. La Perse, c'est la même chose. Pourquoi la France, à partir de 1905, en réalité à partir de 1789, doit couper son cordon ombilical religieux, doit couper le lien, notion qui est existante également dans le Coran, où Dieu dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, et agrippez-vous tous au lien de Dieu et ne vous divisez pas. Donc le lien, ce cordon-là, pourquoi? Parce que nous sommes sous le règne du sécularisme, nous sommes sous le règne des extrémistes du siècle, et on ne parle pas du club du siècle, on ne parle pas du dîner du siècle, on parle bien de ceux qui s'attachent essentiellement au matériel, qui, justement, au sein des églises profanes et séculières, que sont les loges maçonniques, qui à la base, malheureusement, enfin, à la base, c'était pour construire les cathédrales. Et ça s'est transformé en quelque chose d'impie. Et bien malheureusement, ces nouvelles églises-là, à partir du XVIIIe siècle, incarnent ce que représente Mélenchon aujourd'hui, c'est-à-dire la tromperie pure. Ouais, La exactement. tromperie pure. La, Pour la, attacher. la tromperie pure, si je peux me permettre de rebondir, Malik, sur ce que tu viens de dire. Oui, La tromperie pure de quelqu'un qui se prétend d'extrême gauche et qui, au deuxième tour des élections présidentielles, appelle à voter pour un banquier d'affaires représentant de la pire tendance du capitalisme ultralibéral bourgeois et satanique, et qui le fait alors que dans son programme, il y a 75% de points communs avec le programme de Madame Le Pen, qui est le concurrent du banquier d'affaires. Et lui, qui se prétend d'extrême gauche, il va appeler à voter pour le banquier d'affaires, et en disant, appelant d'ailleurs les gilets jaunes à faire comme lui, à voter pour le banquier d'affaires, alors que pendant 2 ans, tous les samedis, on criait Macron démission. Donc ça, c'est l'imposture totale. Et quand quelqu'un se livre à ce genre d'imposture, on peut s'attendre au pire. Et le pire, pour moi, c'est la fausse cohabitation qui se prépare. Je dis bien une fausse cohabitation parce que c'est une complicité. Ils sont d'accord depuis le début, lui, Mélenchon et Macron, ils sont d'accord pour mettre en place cette fausse cohabitation grâce à laquelle les Français vont croire qu'il y a une opposition et qui va permettre donc aux ultralibéraux de faire passer toutes les réformes qu'ils veulent faire passer sur les retraites, sur le SMIC, et surtout leur permettre de mettre en place, en utilisant la guerre et les fausses pandémies, l'hyperinflation dont ils ont besoin pour justifier le reset financier qu'ils veulent pratiquer en transformant l'économie réelle en économie numérique. Ils veulent numériser l'argent pour numériser les gens. Et donc, pour numériser l'argent, ils ont besoin de cette hyperinflation. Pour justifier l'hyperinflation, ils ont besoin de la guerre qui sont fomentées en Ukraine et des fausses pandémies qu'ils vont continuer, là, dès que les élections seront passées, à mettre en place dès l'été pour continuer à réduire les gens à l'état de zombie. Et ça va se faire en complicité
entre M. Mélenchon et M. Macron, faisant croire qu'ils sont opposés. Et c'est cette fausse cohabitation qu'on nous vend déjà. Quand on regarde sur les affiches, Mélenchon, Premier ministre, et d'ailleurs dans tous les discours des présentateurs de télévision, c'est ce qu'on nous vend. On nous vend qu'il va y On a avoir... préparé, ouais, on a conditionné. à ce que la NUPES là, arrive donc en tête des élections législatives, car encore une fois, imposture sur ces élections législatives. On ne nous présente pas ces élections comme étant le choix que les Français font d'élus qui les représentent, mais le choix que les Français font d'élus partisans qui représentent, enfin d'élus qui représentent les partis. Hein. Ce n'est plus une élection entre des hommes et des femmes, c'est une élection entre des partis. Hein, ce qui n'est pas du tout l'esprit de l'élection législative. Quand on élit un député, c'est comme quand on élit un président, on élit un homme ou une femme de confiance qui va voter des lois, mais de manière individuelle, pas globalisée par un parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vote à l'Assemblée nationale n'est plus un vote démocratique puisque chaque parti vote avec une seule voix. Et ça, c'est interdit par la Constitution. Donc, et ça n'est pas la démocratie, puisque la seule démocratie possible en termes de système représentatif, c'est la démocratie de débat, pas celle d'appareil. Par exemple, un jour, un candidat va être d'accord dans son vote avec un autre, mais le lendemain, le même candidat ne sera pas d'accord avec l'autre, parce que sur un autre sujet, ils ne seront pas d'accord. Donc, il y aura une majorité à chaque fois qui va se dégager. Mais cette majorité, elle fluctuera avec les sujets et avec la tournure que prendront les débats. Alors que là, la majorité, on la connaît avant. Là, je vous signale qu'ils ont prévu la réforme des retraites pour 2023. Ça veut dire qu'ils savent déjà que le vote à l'Assemblée nationale n'aura aucun poids sur la décision qui est déjà prise de ce que sera cette loi et cette réforme sur les retraites. Donc, il faut vraiment là que tout le monde réagisse et que tout le monde comprenne. Il ne faut absolument pas voter pour M. Mélenchon, il ne faut absolument pas voter pour Mme Le Pen, il ne faut absolument pas voter pour M. Macron, il ne faut pas voter pour les partis politiques, il faut voter pour les citoyens indépendants non encartés qui se présentent aux élections. Il ne faut absolument pas voter pour le système qui consiste à mettre en place une dictature des partis politiques au profit d'une oligarchie au service d'une minorité de gens qui ne sont même pas des élus, qui sont des milliardaires qui aujourd'hui règnent sur le monde. Bah, avant de te laisser la parole à Boumousselé, mais après on ira sur une dernière question, Francis. Ce qui est en train de se passer actuellement dans la vie politique française et le système des élections, etc., enfin la manière dont se déroulent les élections, même dans les républiques, on va dire dans les régimes les plus ridicules qu'il y a pu avoir en Afrique, jamais ça ne s'est déroulé comme ça. Jamais on a annoncé un Premier ministre. Jamais on a annoncé un Premier ministre avant, ou du moins à la sortie d'élections présidentielles. Qu'est-ce que ça veut dire? On appelle ça le conditionnement, parce qu'on prend les Français pour des veaux, comme disait le général de Gaulle. J'allais rebondir, Zied, si tu me permets. Vraiment rapide, Malik, comme ça, ouais. Oui, c'est juste un petit mot de conclusion par rapport à l'échange précis avec Francis par rapport à Mélenchon. C'est justement, ce qui est intéressant, c'est ce jeu. Alors, Mélenchon fait le service à Macron, Macron fait le smash. C'est tout simplement ça. C'est du tennis ou du badminton, parce que là, il dit, voilà, il dit à son maître, tu dois me nommer Premier ministre. Donc, c'est clairement assez joué d'avance. Ouais, c'est clairement ça. Merci à toi, Malik. Abou Mouslim, pour terminer sur ce sujet au niveau de la gauche, frérot. Oui, au niveau de par rapport à Mélenchon, en tout cas, il y a du boulot, hein, parce que moi, je suis pas un expert, je regarde un peu tout ça de loin, mais ce que j'ai vu, c'est que la plupart des musulmans, ils votent pour Mélenchon. Quand tu vois les scores, donc voilà, donc il y a du boulot en fait au niveau idéologique, au niveau pédagogique pour faire comprendre, voilà, pour faire comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est voilà, parce que si on en est encore là et que il suffit que quelqu'un te dise oui, je sais pas moi, qu'on te dise, je sais pas, on te met d'un côté Marine Le Pen qui, en plus elle
juste avant les élections, il a dit oui, je vais interdire le voile sur la place publique. Mais mens-nous au moins, c'est ce que je disais, mais mens au moins. Je sais pas moi, on accepte. Comment tu peux dire ça juste avant? Tu veux pas être élu en fait, tu vois? Et là, c'est Mélenchon qui passe pour le gars qui aime les musulmans, donc tout le monde va voter pour lui. Donc, La non, en lumière, fait, les héros, le sauveur. ouais, c'est Incroyable. compliqué, quoi. Bon, c'est pour ça que là, Ouais. concrètement, c'est pédagogiquement qu'il faut, tu vois, la métapolitique, il faut continuer, quoi. Il faut informer de manière, euh, de manière vraiment précise ceux qui sont experts dans ça, là, les géopolitologues, ceux qui suivent, il faut qu'ils nous informent toujours de plus en plus parce qu'il faut que les gens prennent conscience, quoi, parce que sinon, voilà. C'est-à-dire Et- qu'en un mot, ce qui est fort avec eux, c'est qu'en fait, comment te dire, en fait, je ne sais pas quelle image je vais donner, mais ils nous égorgent, mais c'est nous qui allons de notre propre gré. On va dire, ah, c'est pas, on n'a rien fait, hein, c'est toi qui es On venu. va à l'abattoir de nous-mêmes plutôt, ouais. De nous-mêmes, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais Merci à toi, Abou Muslim. Oui, Ouais. Francis. c'est vrai ce que dit Abou Muslim, il montre à travers ce qu'il vient de dire, il montre à travers ce qu'il vient de dire à quel point ce que nous montrent ces gens-là, c'est une comédie, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Et il faut comprendre, il faut se rappeler de ce qu'on vient de vivre pendant 5 ans. Eh oui. Comment on peut l'oublier si vite? Et au nom de quoi? Au nom de quoi? Moi, je crois vraiment en l'intelligence des êtres humains. Je ne veux pas penser qu'ils sont stupides. Et je comprends qu'on puisse se tromper émotionnellement et considérer qu'à un moment donné, quelqu'un qui fait le gentil est gentil. Mais il faut se rappeler que la personne, avant de faire le gentil, elle a fait le méchant. Je veux dire, M. Mélenchon, il a voté le pass vaccinal, il a voté l'obligation vaccinale, il a voté toutes les mesures liberticides que M. Macron a proposées. Je veux dire, ces gens-là, ils ont été complices de tout ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, ils veulent jouer à l'opposition, mais ils ne s'opposent à rien du tout. Ils vont juste donner un moyen supplémentaire aux gens qui sont au pouvoir de faire passer leur loi liberticide. Et moi, j'espère, en tout cas, que la communauté musulmane de la 3e circonscription de Charente se mobilisera pour voter pour moi, qui suis un indépendant et qui toute ma vie est respecté et défendu cette communauté et prié pour elle. Et je pense que des gens comme moi, ou des gens comme il y en a d'autres en France, méritent le soutien de la communauté musulmane beaucoup plus que les gens qui sont aux ordres de M. Mélenchon. Voilà. Exactement. Et pas uniquement là, parce qu'on on parle de votre candidature, mais tous les candidats sans Oui, étiquette, parce qu'il y en a oui, un petit peu plus d'une centaine, et oui, c'est même beaucoup plus que les dernières élections législatives. Il y en avait à peu près 30, une vingtaine. Là, il y a une centaine de candidatures. Je suspecte même qu'il y en ait plus, parce que ça, c'est ce que les médias nous disent. Mais donc, voilà, votez pour des candidats sans étiquette. On voilà. s'adresse aux musulmans, mais aussi à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les candidats sans étiquette, c'est ceux qui vous représenteront le mieux. C'est des gens qui ont un boulot à côté. C'est voilà, c'est des gars du peuple. Voilà, c'est des gars du peuple, de la société civile, de tous les jours. Francis, on arrive on arrive au terme de cet entretien qui, franchement, qui était magnifique. Je n'ai rien à redire par rapport à ça. Et une dernière question, comment est-ce que justement votre engagement politique enfin, vous avez un engagement politique qui date pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis bien longtemps. Vous avez notamment accompagné les Gilets jaunes, etc. Vous avez présenté des listes aux européennes, aux dernières législatives. Comment est-ce que c'est perçu tout ça dans le milieu du show business que vous avez fréquenté ou peut-être que vous fréquentez toujours, je ne sais pas. Comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que vous avez toujours des amitiés? Est-ce que vous avez des gens qui ont lâché? Est-ce que Actuellement, vu les positions que j'ai prises, euh, je suis carrément mis au banc de ma profession par tous les D'accord, carrément. Ok. artistes qui sont les suppôts du pouvoir actuel, qui se sont couchés sous les jupes du pouvoir actuel par peur ou par corruption. Y a même des gens que je pensais être mes amis qui m'ont demandé si je pouvais enlever de mon Facebook des photos où on était ensemble, vous voyez. Incroyable. Quand je suis invité, par exemple, à créer un spectacle
dans la ville d'Avignon, par exemple, pour ne citer que celle-ci, le préfet va faire un arrêté préfectoral pour m'empêcher de rentrer dans le théâtre, envoie tous les jours 5 quarts de police devant le théâtre pour intimider les gens qui viennent à ma rencontre et pour les empêcher de rentrer dans le théâtre en les menaçant d'une amende s'ils rentrent dans le théâtre. Il y a même une dame qui est tombée dans les pommes qu'on a emmenée à l'hôpital. C'est incroyable. Voilà ce que je vis en ce moment, parce que je m'engage pour la défense des libertés fondamentales et pour l'amour qui doit régner entre nos communautés et toutes les communautés humaines. Voilà, donc sur ce point de vue-là, vous savez, je sais dans quoi je me suis engagé, je sais les risques que je prends, je sais ce qui m'en coûte, mais je sais pourquoi je le fais. Et je pense que mon rôle, justement, quels que soient les coups que je prends, est de rester debout pour montrer l'exemple, pour donner du courage à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui veulent suivre ce chemin parce qu'ils doivent le suivre. Parce que tu parles d'une centaine de candidats, mais il va falloir qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on soit de plus en plus organisés pour défendre l'indépendance dans la représentation politique. C'est l'indépendance de chaque élu qui va permettre de nettoyer les écuries d'Augias, de laver la politique du cancer qui la ronge, le cancer de la corruption partisane, le cancer qui est celui issu de ce que sont les partis politiques dans la vie civique actuelle. C'est un poison qui ronge la conscience des gens, qui ronge l'application du contrat social, qui est à l'origine de tous les conflits qui règnent en ce moment dans notre société. Donc, le salut est dans l'élection de ces candidats citoyens indépendants qui n'auront de compte à rendre qu'à leurs électrices et à leurs électeurs et pas aux partis qui leur ont donné l'investiture. Merci à vous, Francis. Merci à vous. C'était clair, net et précis. Alors, on arrive à la fin. Donc, dans l'ordre comme ça, Abou Muslim, Malik, et on terminera par un dernier mot de Francis. Donc, Abou Muslim, si tu veux conclure de ton côté. Bah écoutez, moi j'aurais tendance à me répéter, hein. Il y a toujours les deux notions, c'est-à-dire voilà, être accroché fort au niveau du ciel et au niveau de la terre, et aussi faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire faire les causes comme on dit, faire ce qui est dans notre possibilité, fort. Donc toujours être un exemple de loyauté, chacun au niveau individuel dans sa vie privée, être un exemple de loyauté sous tous les aspects, c'est-à-dire c'est ce qui est le plus convaincant, c'est ce qui est le plus efficace. Ce que Francis a dit tout à la fin, j'avoue que ça m'a touché. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Moi, comme je dis, je suis de loin, donc je suis pas trop des actualités. Mais quand j'entends ça, que des personnes te demandent d'enlever la photo, que des personnes voilà, sur des scènes, enfin, dans des salles, on met des pressions, etc. Ça c'est du concret. Je pense que peu d'entre nous subissent des pressions concrètes à ce point-là. Donc ça s'arrête aux réseaux sociaux, un commentaire par-ci, un commentaire par-là. Donc voilà, donc là pour moi, je veux dire, on pourrait dire que c'était, s'il fallait parler d'argument, en fait, c'est l'argument le plus convaincant qui montre que là c'est pas du cinéma qui est en train de se passer. La personne, on est en face d'une personne qui est sincère, donc voilà. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Donc concrètement, on se bat sur la terre et puis on est accroché fermement à Dieu, celui qui a créé tout, faut pas l'oublier. Donc des fois, franchement, en tant que chrétien musulman, des fois on néglige un petit peu, quoi. On a tous des degrés de foi différents, mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui contrôle tout aussi. Donc, plus on sera accroché au ciel et plus on fera. Et il ne faut pas être désespéré, comme voilà, beaucoup de gens, ça ne sert à rien, ils sont trop forts pour nous. Ça, c'est des choses que je n'ai pas envie d'entendre, en fait. Ouais, ce sont des êtres humains. Sauf que eux, ils puisent leurs forces des forces du mal, du diable, etc. Sans rentrer dans les détails, on sait comment ils puisent leurs forces. Nous, on puise notre force du côté opposé, c'est tout. Et avec ça, on est plus fort qu'eux, c'est sûr. Voilà, c'est tout. Merci à toi, Abou Muslim. Malik, si tu veux conclure, mais de manière très rapide, hein, parce que
Le prof d'histoire ce soir, là, tu vas te calmer. Hein. Moi, je vais te calmer. Hein. Non, je rigole, Malik. Ah, je sais que tu rigoles, mais pas vraiment. Mais là, Ouais. bah, là, j'ai envie de dire, en entendant justement le dernier témoignage de Francis, hein, qui sont touchants, comme l'a dit Abou Muslim, euh, ça nous rappelle le fait que à partir du moment où tu t'opposes, même constructivement, surtout constructivement, quand tu t'opposes constructivement et que tu tiens tête euh, à ceux qui doivent être ceux qui doivent changer leur ligne de directrice, ceux qui ont le pouvoir, hein, les diables humains, à visage humain qui dirigent, eh bien, ça y est, tu es toi-même diabolisé. C'est-à-dire que la tendance est inversée. C'est toi qui fait passer pour le mauvais. Et pas beaucoup d'artistes, euh, pas tant que ça, mais on va citer un certain Dieudonné qui a connu ça aussi, et qui connaît aujourd'hui ça aussi, enfin toujours cela plutôt. Donc, que la force de nos convictions nous mène à l'élévation, nous mène à nous élever au-dessus, au-delà des murets, des barrières qui nous construisent, puisqu'ils ne sont que petits. Ils ne sont que des petits esprits, c'est pour ça que je parle de murets. Et voilà, il faut qu'on soit unis et que l'on dépasse les clivages qui nous désunissent, qui nous font aller chacun bifurquer au lieu de continuer sur la même voie. Et c'est justement là où l'importance de la stratégie électorale sans étiquette, la stratégie électorale citoyenne, euh, afin de faire avancer, de faire progresser la démocratie réelle. Comme le disait le colonel Kadhafi, hein, lui qui avait expérimenté malgré les défauts qu'il a pu avoir et les erreurs qu'il a pu commettre, qui a pu expérimenter une démocratie directe, bien plus sincère que la démocratie libérale occidentale moderne. Et voilà, je parle bien de modernité occidentale puisque l'Occident classique, lui, chrétien, était aux antipodes de la supercherie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, mes respects et courage à toi, cher Francis. Eh bien, Francis, merci Malik. Francis, ton mot de conclusion de cet entretien. La démocratie est directe ou elle n'est pas. Et tout à l'heure, Abou Muslim parlait du centre. Le centre, c'est l'union entre Dieu et les hommes. Où est le centre? Il est là. Et j'ai envie de terminer cet entretien par un extrait d'un poème que j'aime beaucoup. C'est un poème d'un poète tunisien qui s'appelle Abou Kassem Chabi, qui d'ailleurs fait partie de l'hymne national tunisien. C'est un texte que j'adore. Ça me dit quelque chose, ouais. Et qui dit que si le peuple veut la vie, le destin devra lui répondre, les chaînes des montagnes devront se briser et la nuit devra se dissiper. إذا شابوا يوما أراد الحياة فلا أبد أن يستوجب القدر ولا أبد لليل أن ينجلي ولا أبد للخيل أن ينكسر. Voilà. Eh ben, on a Francis Lalanne qui nous a fait un poème en arabe. C'est génial. C'est magnifique. Franchement, sincèrement, je m'y attendais pas. Je suis surpris là. Je vais aller faire un footing après pour. Merci à toi, Francis. Merci la à toi, langue, en plus, la langue, c'est le vecteur. Hein, la langue, c'est le vecteur de l'esprit et du cœur. Ouais. Exactement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse tous, mes amis. Amin. Merci, Francis. Je vais conclure de mon côté. Bah, écoutez, merci à tous les gens. Merci à tous les gens du chat qui nous ont suivis. Qui encore une fois, j'ai vraiment. Et tout à l'heure, Malik l'a mentionné. C'est vraiment un chat de qualité, sincèrement. Donc, je vous remercie. Je continue à. Enfin, j'espère que vous allez continuer à garder cette qualité. Pour moi, c'est très, très important. La quantité, pour moi, ça sert à rien. C'est la qualité qui compte. Donc voilà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'aimerais remercier tous ceux qui apportent le soutien pour l'évolution de la chaîne. Parce que Francis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, ma chaîne se transforme en un média. J'ai pris des locaux, je suis en train d'installer le studio, je suis en train de tout faire. Donc,
quand ce sera lancé, j'espère que vous viendrez me rendre visite ici à Troyes pour faire une émission de qualité et vous serez le bienvenu, la porte vous sera grande ouverte. Donc voilà, je vous remercie vraiment. Là, ce soir, notamment grâce à vos dons, hein, j'ai commencé à acheter le matériel que j'ai essayé ce soir avec le micro, donc c'est pour ça qu'on m'entend au top du top, comme dirait l'autre. Donc voilà, je vous rappelle aussi une dernière fois ce que je vous ai dit en début d'émission. Il y a un lien CotisUp qui est en bas tout en bas de la description de ce direct, par rapport à une petite fille, Aïcha, qui est en Algérie et qui n'a pas les moyens de se soigner parce qu'elle est née avec un bec de lièvre. Et c'est vraiment très, 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 très. J'ai pu constater par moi-même, hein, c'est vraiment vérifié. Donc voilà, l'opérer en Algérie, c'est pas possible. Donc ils ont trouvé le moyen de le faire en Turquie. Ça va coûter $6 000, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 5 000 euros. Donc pour ceux qui veulent aider, allez-y. Ceux qui avaient pour projet de donner pour la chaîne, pour l'évolution de la chaîne, abstenez-vous pour le moment. Concentrez-vous sur la petite Aïcha, c'est plus important. Voilà, moi de mon côté, vous inquiétez pas, je suis un money maker. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je sais faire les choses. Donc voilà, je vous remercie. Francis, je vous garde en off quelques minutes très rapides, histoire qu'on débriefe et après on est bon. Yed, Ouais, Malik, dis-moi. me permet petite seconde de doigt à l'égard de Francis. Francis, نسأل الله أن يهديك إلى سبيل الرشاد وأن يجعلك من المؤمنين المقيمين الصادقين. J'ai donc demandé Amin. J'ai donc demandé au Seigneur des cieux et de la terre qu'il t'apporte, ainsi qu'à nous tous, la guidée la plus sincère, la guidée la plus profonde et qu'il nous maintienne et qu'il te maintienne sur la droiture et qu'il nous fasse goûter aux fruits de la foi. Amin. Amin. Merci à toi, Malik. Amin. Sur ce, les gens du chat, on se dit à plus tard et portez-vous bien. Salam. Et faites attention à vous. Et surtout, ma dernière recommandation, ça, j'arrête pas de le dire, c'est très important. Faites du sport. Voilà. Ça permet de libérer l'esprit, le sport. Et lisez des livres. Et mangez proprement. On se dit à plus tard. Ciao. Bon, Francis, on se retrouve en off.